Oui, bonjour. L'actualité agricole, l'actualité économique en général. Alors tout d'abord, je félicite l'entreprise Biolay et les dirigeants que je connais bien pour ce qu'ils viennent de faire. Ils sont en train de reprendre la fromagerie Entram en Mayenne, à côté de chez moi, où 21 producteurs, au moins 21, j'ai vu 21, étaient sur le carreau et étaient plus collectés, hein. Bravo à eux et j'en profite pour parler du système Biolay, qui est un organisme, une laiterie qui collecte mais qui n'a pas d'outil de transformation. Et beaucoup disent le problème de Biolay, les produits, le Biolay ne rémunère pas ses producteurs suffisamment. Bien entendu que les producteurs Biolay ne sont pas au coût de production, ils en sont bien loin, ils sont pas rémunérés suffisamment. Comme dans les autres laiteries, nous ne sommes pas collectivement rémunérés suffisamment. Les meilleurs, on sait qui c'est ceux qu'on fait des AOP, les producteurs savoyards, le Comté, le Beaufort, etc. C'est les meilleurs exemples qu'on peut mettre en avant sur le territoire national. Il y a la même chose dans d'autres pays européens avec des AOP et même dans le monde d'ailleurs. Mais la laiterie Biolay, le collecteur Biolay, il n'a pas donné les résultats attendus en termes de prix pour une raison assez relativement simple. Biolay a toujours été pour une gestion des volumes. Biolay, c'est une OP indépendante, d'accord, qui travaille d'ailleurs au niveau national avec la branche de l'appli FMB France Milborn, qui est rattachée à la même OP. Et Biolay, le problème de Biolay, il est en partie lié à nous, les producteurs de lait. Nous sommes responsables, comme les producteurs sont responsables dans les autres productions. Tout simplement que on a été formaté, conditionné à produire et être attaché à nos industriels et avoir peur de l'industriel. Et on le voit bien chaque jour, parce que les journalistes qui me contactent à longueur de semaine, on est toujours dans le même blocage, on ne trouve pas de témoignages. Il n'y a pas d'éleveurs qui veulent témoigner. Ni en lapin, ni en canard, ni en lait, ni rien. Personne. Fruits et légumes, viticulture, hein. À partir du moment qu'il y a un collecteur privé ou coopérative qui fait un chiffre d'affaires important avec l'agriculteur, l'agriculteur, il a la trouille. Donc, il va pas témoigner, donc il va pas dénouer où est la majeure partie du problème. L'agriculteur fait pas sa lecture. Donc, j'en reviens à Biolay. Si les agriculteurs avaient compris, si massivement, dans la mesure du possible, le temps de sortir de ces contrats, parce qu'on a des contrats d'engagement, on ne sort pas du jour au lendemain, c'est souvent 5 ans, dans la mesure du possible, chacun notre tour, si on était sorti et qu'on avait rejoint à 80% l'OP Biolay, ou 85, mais même 70 déjà, ou même 60% des producteurs de lait bio avaient été à l'OP Biolay, on n'en serait pas là dans la filière bio. Si dans la filière conventionnelle, comme l'avait demandé l'appli nationale dès 2009, Pascal Massol, Jacques Fouillet, Richard Blanc, tous ceux qui étaient présents à l'époque, Paul de Montvalon et tous les autres, toute l'équipe de l'appli qu'il y avait à l'époque, André Lefranc, enfin bon, il y avait toute une équipe puisqu'il y avait quelque chose comme 26, on était 26 dans le conseil d'administration, quelque chose comme ça. On avait demandé de faire une OP indépendante qui allait gérer les volumes sur tout le plan national. S'il fallait trouver une solution, parce qu'on n'a pas le droit de représenter plus d'un certain volume, c'est un décret européen, on pouvait faire des sections par région. On avait tous les outils pour le faire. Qu'est-ce qui nous a empêché de le faire à ce moment-là, de reprendre notre facture? Un, la FNSEA. Deux, bien sûr, les industriels. Ils sont pas fous, eux. Ils ont envie de continuer de gagner de l'argent sur notre dos. Et trois, ne jamais oublier, le manque de courage des paysans, le manque de vision des paysans qu'ils n'ont pas compris, et ils ont toujours pas compris, la plupart, que l'enjeu passait par la reprise de la facture
avec la gestion des volumes. Modèle Biolay, mais bien sûr pas Biolay comme il est là, parce qu'il est petit, il représente rien du tout au niveau du litrage. Donc, forcément, n'ayant pas les outils de transformation et étant tout petit, bah, les autres se font un malin plaisir de y appuyer sur la tête pour pas qu'ils puissent payer le lait, le valoriser mieux aux producteurs. Voilà l'histoire. Donc, autrement dit, les solutions, on les a, mais ça suppose de sortir d'un système dans lequel, faut bien le dire, on est ancré depuis l'après-guerre, dans lequel étaient ancrés nos parents et nos grands-parents. Et les gens n'ont jamais travaillé autrement et se voient pas comment travailler autrement. En langage clair, comme on l'a dit dans le reportage de Nicolas Legendre, un de mes camarades l'a dit, c'est le dernier modèle soviétique qui tient encore. Parce que quelque part, c'est un modèle à la soviétique. Quand on travaille et que c'est l'acheteur qui fait la facture et qu'on a les pieds et les mains liés à l'industrie agroalimentaire et que les éleveurs, les producteurs, on est propriétaire quand même chez nous, on est sur des lieux donnés où on est propriétaire, on est exploitant agricole, paysan, et qu'on a peur de témoigner sur la crise agricole du cochon, du lapin ou du lait, on a peur de témoigner, de dire que le problème, c'est le revenu, c'est des prix à hauteur des coûts de production, et que le premier coup de marteau, il se fait par celui qui vient dans la ferme acheter nos produits, puisque c'est lui qui rédige la facture, on a peur d'aller dire ça dans les médias. Donc vous voyez le chemin qui nous reste à parcourir. Et il y a longtemps qu'on a peur, hein. Alors, ça commence un peu, les langues, voilà, mais c'est beaucoup trop lent. Il n'y a aucun, comme me disait un vétérinaire national dernièrement, il n'y a aucun métier en France qu'aurait accepté ce qu'ont accepté les paysans. Cet asservissement généralisé. Produire, travailler tous les jours de l'année, apporter des volumes et être soumis à celui qui va venir chercher le grain ou à celui qui va venir chercher le lait. C'est lui qui va faire la pluie et le beau temps et qui va vous dire le prix qu'il va vous payer. Pas de réaction, parce qu'on est pris dans une spirale, soit 1 € du kilo de baisse sur les broutards, 1 € du kilo de baisse du kilo de carcasse sur les taurillons, ça va être idem sur les vaches de réforme, hein. Dans le même temps, il y a la flambée du gasoil, mais la flambée du gasoil, elle est pour toutes les professions. Si on avait notre facture, notre facturier, si on avait, comme ce que je lance dans le débat public, des revenus à hauteur des coûts de production, minimum 3 000 à 4 000 € net mensuels par agriculteur ou agricultrice, sinon c'est pas la peine. On renouvellera pas les générations. Ensuite, gestion des volumes. Je l'ai déjà dit. On a des modèles qui marchent. On a les OP chez nous. On a le modèle canadien. On a d'autres pays dans le monde qui ont pratiqué ça et ça fonctionne. Ça n'empêche pas de faire du commerce, ça. Ça n'a rien à voir. Donc, ensuite, reprise de notre souveraineté. Tout ce qu'on peut produire en France, faut le produire en France, avec des circuits courts, projets alimentaires territoriaux, la dicrimocratie, l'association. Il y en a plein pour nous aider de gens. Il y a des gens qui viennent faire du bénévolat en plus, essayer de nous sortir de l'ornière, l'association des mairies démocrates de France, SOS Maire, les Cigales, il y en a plein, il y a plein d'associations de gens bénévoles qui, après leur travail, disent les agriculteurs ne peuvent pas rester dans cette situation-là, faut recréer des circuits courts partout où c'est possible pour qu'ils reprennent la facture. Mais je pense que là, nous, les agriculteurs, moi je me mets dedans, on a un train de retard. On a un train de retard, on sent que les gens sont pas prêts à changer de modèle. Alors qu'il faut le changer, le modèle, et vite, très vite. Donc ensuite, le commerce international, ça me permet de répondre à ceux qui me posent des questions sur mes vidéos. Mais bien sûr que l'euro est une catastrophe, c'est une monnaie surévaluée. Bien sûr qu'il faut revenir avec un modèle, avec une banque nationale, hein, et non pas des banques gérées aux mains de la finance et des spéculateurs. Il faut une banque nationale d'État. Banque nationale d'État. Le commerce, il suffit d'aller voir la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États, qui est ni le modèle soviétique, ni le modèle néolibéral
dans lequel on est, c'est quoi le modèle néolibéral? Le modèle néolibéral, il est écrit et les directives sont données par les capitaines d'industrie et par les gens de la finance. Le modèle libéral, néolibéral, il met en compétition les travailleurs. La masse la plus importante des travailleurs est mise en compétition paysans et salariés. C'est ça, le modèle libéral. Et le fait qu'on est dans une économie, une financiarisation de l'économie, une économie mondialisée, c'est la théorie de Ricardo, on met les paysans et les ouvriers, les paysans en compétition, et comme vous ne pouvez pas produire au prix d'un Chinois ou d'un Indien, ça tout le monde le sait, et ben après, ayant une monnaie sur laquelle on ne peut plus ni dévaluer ni révaluer, eh ben la dévaluation, elle se fait par les prix de transfert. Parce que dans le revenu, dans le produit intérieur brut, on est à peu près à 950 milliards, entre 950 et 960 milliards de salaires sur le produit intérieur brut. Mais on a la même somme sur les prestations sociales, tout confondu. Retraite, chômage, arrêt maladie, tout ça. C'est équivalent à peu près. Donc à partir du moment qu'on peut pas dévaluer notre monnaie, l'adapter à notre économie, comme on peut pas jouer sur la monnaie, eh ben on va jouer sur les prix de transfert. Donc on va réduire les allocations familiales, on va réduire les allocations sociales, on va réduire les retraites, on va réduire les remboursements. C'est ça la spirale dans laquelle on est parti. Donc il faut un modèle de la coopération entre les États qui fonctionne, parce que ça se fait, mais ça se fait pas de façon officielle, ça se fait à la marge. Il faut revenir avec des accords bilatéraux, de pays à pays. Et après, pour l'international, se baser sur la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États, puisque cette charte de la Havane a été balayée par le Sénat américain le 24 mars 1948 et devait être en place avant le GATT et l'OMC. Et c'était un modèle beaucoup plus vertueux que ce qu'on nous a vendu avec équilibre de la balance des paiements. C'est une des solutions. Il n'y a pas de remède miracle, mais là, c'est la solution la moins mauvaise. C'est une certitude. Il suffit d'aller voir ce qu'il y a dedans. Pas de spéculation, etc., etc., etc. Donc c'est ça la solution. On les a, les solutions, pour que ça soit moins pénible pour l'ensemble de la population et pour les paysans. Pour les 855 millions de paysans à peu près qu'il y a dans le monde aujourd'hui. On a des solutions. Simplement, ceux qui ont la main sur le système, les donneurs d'ordre, bien sûr qu'ils vont jamais vous parler de ça. Ils vont vous dire que il n'y a pas d'autre solution que le libre-échange. Voilà. Le libre-échange, c'est le seul modèle qui existe au monde. Sinon, on va vous renvoyer dans les cornes, on va vous dire, vous êtes un communiste. Ça n'a rien à voir avec le communisme, hein. Vous irez voir ce qu'est la coopération entre les États. Justement, c'était pas le modèle communiste. Le modèle communiste, il a été mis en place en Union soviétique. Vous savez ce qu'il a donné. Donc la charte de La Havane, ce n'était pas ça du tout. Pas ça du tout. Donc ça, si on fait pas ça, on n'aura pas d'amélioration. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce que les chefs d'État et de gouvernement, les prochains qui seront élus, ils peuvent prendre des décisions majeures qui peuvent inverser la tendance? Oui. Il suffit de reprendre notre souveraineté et pour ça, il faut voter une loi qui dit que les lois françaises sont supérieures aux lois européennes et que les lois françaises s'imposent. C'est nous qui avons la main. C'est pas l'Europe qui nous dicte ce qu'on a à faire. Alors ça revient à la coopération entre les États, puisque la coopération entre les États, la charte de la Havane, chaque État est souverain et l'histoire d'Alstom, plein d'histoires d'entreprises qu'on a vendues, ça n'existe pas dans la charte de la Havane. Ça peut pas se faire. Sauf si l'État décide de vendre son fleuron. Mais là, il se tire une balle dans le pied. Si on a des dirigeants qui sont fous, là, c'est un autre problème. Mais dans la charte de la Havane, ça, c'est pas possible. Donc, il y a bien des outils pour avoir un autre modèle que le modèle néolibéral. Oui, il existe des autres outils. Des autres outils qui sont beaucoup plus vertueux, où il y a moins de chômeurs, où il y a moins de misère sociale, et il y a ce qu'on appelle un rééquilibrage sectoriel qui doit se faire. Parce que dans une économie, tout le monde ne gagnera pas la même somme. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il y a toujours des secteurs d'activité
qui, suivant les mutations sociétales, les évolutions des populations, les évolutions des consommations, le taux de natalité a une importance. Et bien là, il faut adapter. Il y a des secteurs qui vont être plus en perte de vitesse, d'autres qui vont faire des marges moins importantes parce que c'est des technologies anciennes qui sont dépassées par des technologies nouvelles qu'on est obligé d'accepter. Il faut vivre avec son temps. Et là, il faut faire ce qu'on appelle un rééquilibrage sectoriel de façon à ce que tous les secteurs d'activité, les gens soient rémunérés, de la femme de ménage à l'infirmière, en passant par le paysan, le plombier ou le balayeur. On a besoin de tout le monde dans une société. Donc, il faut un rééquilibrage sectoriel. Le modèle néolibéral pur, où c'est la loi du plus fort, ou, comme le disent certains, l'intérêt général, c'est l'addition des intérêts particuliers, de l'ensemble des intérêts particuliers, eh ben non, pas du tout. Donc, dans le modèle agricole, je vous l'ai dit, la coopération entre les États, je vous demande d'y regarder, et de plus en plus, tous les hommes politiques qu'on va voir, on va leur rabâcher ça sans arrêt, hein, sachant que dans le monde, il y a des chefs d'État et de gouvernement qui sont pour ce modèle-là. Aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de l'imposer parce qu'ils sont en minorité, mais il y a des chefs d'État et de gouvernement dans le monde qui sont pour ce que je suis en train de dire. Un modèle de coopération entre les États. Il y en a même qui sont commencés à le faire, mais c'est pas officiel, c'est pas officiel. Donc, c'est peu connu. Ensuite, je reviens à l'agricole. Il n'est pas pensable qu'on continue de travailler dans nos exploitations agricoles sans avoir l'assurance l'homme-clé. Quand on est opéré ou on a une maladie grave, on n'a rien du tout. On a 29 ou 30 euros par jour de la mutualité sociale agricole. Autant dire que c'est se foutre de la gueule du monde pour un paysan qui entretient les territoires et nourrit le peuple. Donc l'assurance l'homme-clé, c'est de l'ordre de 6 000 euros par an par exploitation. Hein. C'est une approche que j'ai fait suivant la taille des exploitations, mais 6 000 euros par an de cotisation, on commence déjà à se couvrir un peu. Faut l'intégrer dans le coût de production. C'est tout. C'est pas à l'agriculteur de le payer. Ça doit être payé lorsqu'il revend son blé, ses tomates, ses canards ou ses cochons. Le contrôle du foncier sans lequel rien sera possible. Le contrôle du foncier, faut le faire via un organisme départemental. Parce que la SAFER, c'était un outil qui a été utile au début. Après, vous voyez ce qui s'est passé avec la SAFER. Donc ce projet, si on revoit le modèle agricole, on peut ramener facilement 500 000 à 600 000 personnes dans le secteur agricole, soit des paysans, soit des salariés, mais de toute façon des gens qui seront dans les fermes, qui travailleront la terre. C'est une certitude, ça. On sait comment faire ça. Ça existe déjà, mais à micro-échelle. Il y en a déjà qui ont commencé à développer ces modèles vertueux. Ensuite, bah, le modèle fiscal, si on revoit pas le modèle fiscal, alors je ne dis pas qu'il faut copier sur les moins-disants, mais on peut copier un peu sur ce qui se fait en Hollande. Hein. Ils ont un modèle de fiscalité beaucoup plus avantageux que le nôtre, et il y a d'autres pays. Hein, font un modèle pour les exploitations agricoles et les entreprises, les PME, faut revoir totalement le modèle fiscal. Il faut moins d'imposition, il faut un modèle fiscal sur nos exploitations, sur les sociétés, de façon générale, moins imposé. Donc bien sûr revoir, ça veut dire revoir aussi le modèle de la mutualité sociale agricole. C'est revoir tout ça. Faut tout remettre à plat. De toute façon, on est rattaché au régime général. Bon, voilà. Et ça veut dire que si on revoit le modèle fiscal, c'est plus qu'important le modèle fiscal. Parce que là, aujourd'hui, on est imposé sur un bénéfice d'entreprise qui n'est pas notre salaire. Si on revoit le modèle fiscal, hein, eh ben ça va permettre de rémunérer mieux déjà le paysan, déjà, et les salariés pour ceux qui en ont. Et ça va redonner de la trésorerie aux entreprises, aux exploitations agricoles pour réinvestir. Donc ça, le modèle fiscal incontournable. Revoir les droits de succession. On a des entreprises, des PME ou des exploitations agricoles qu'on transmet à nos enfants ou à d'autres personnes. Du moment que l'outil reste en place, que les salariés suivent l'exploitation ou que ça crée il y a plusieurs paysans sur la structure, il faut pas détruire l'outil par la fiscalité. Du moment qu'il continue et qu'il crée de la richesse, qu'il crée du produit
de qualité des produits locaux, agricoles, les paysans sont des nourriciers sur les territoires. Quand ils transmettent leur exploitation, il ne faut pas les plumer par la fiscalité. Il faut un modèle fiscal adapté aux transmissions pour que l'exploitation puisse perdurer. Si le modèle fiscal est trop contraignant, de facto, vous croyez que vous plumez celui qui part à la retraite, vous dire, bah, il part à la retraite, on peut y prendre des sous, il en aura assez. Non. Vous détruisez le modèle. Si vous plumez celui qui part à la retraite, vous empêchez des jeunes de reprendre. Tout se tient. Il faut un modèle fiscal adapté pour tenir des exploitations agricoles. Tout se tient. Faut pas rêver, tout se tient. Hein. Ensuite, pour relancer cette machine agricole, ce modèle agricole, le faire bifurquer, on a besoin d'investissements. Les investissements, on sait, on a des leviers. Plusieurs hommes politiques l'ont proposé, plusieurs économistes avec qui je travaille sur justement un modèle charte de la Havane le proposent également pour l'industrie. Alors moi je dis, pour l'industrie, il y en a beaucoup besoin. C'est indispensable de relancer l'industrie en France, nos usines, il faut remonter des usines en France. Mais pour l'agricole, idem. Il suffit de prendre quelques pourcents sur l'assurance vie, hein, et puis rémunérer les gens, les épargnants correctement et mettre cet argent-là dans des investissements agricoles. Relancer le modèle agricole. L'utiliser pour financer le foncier, avant que le foncier n'appartienne plus aux paysans. Voilà. On a les outils pour le faire. Hein. Si on prend 5% de l'assurance vie, on lève 30 milliards, hein, qui sont investis en France, qui vont permettre de tenir des exploitations agricoles, d'aller vers un modèle vertueux. Idem pour les PME. Elle est là la solution. On l'a chez nous la solution. On n'a pas besoin d'Ursula von der Leyen pour mettre en place des politiques françaises avec non plus des prix agricoles, parce que qui dit prix agricole veut dire prix mondialisé, veut dire prix du lait aligné sur l'allemand, le hollandais, veut dire prix des céréales au prix des céréales ukrainiennes ou russes. Non, ça fonctionnera pas. Il faut un prix de souveraineté nationale. Pour tout ce qui est valorisé dans notre pays, ça reste chez nous. Je vois pas pourquoi le prix serait mondialisé. Ce qui est consommé chez nous, on n'a pas à être commandé par le cours de Chicago ou le blé ukrainien. C'est des produits agricoles produits chez nous, dans la Creuse, dans le Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres, dans les Landes, et consommés chez nous. Il faut un prix de souveraineté nationale. Et tout ce qui est échange à l'international qu'on sera toujours obligé de faire, alors on en fera moins si on reprend notre souveraineté. Parce que déjà, on est dépendant, au moins de 30% de notre alimentation vient de l'extérieur, tout confondu. Donc on en fera moins, mais on en fera toujours. Et bien on le fait sur la base de la charte de la Havane et on corrige le problème des monnaies. Ou les échanges, on les fait sur la base d'un panier de matières premières qu'on définit avec des États membres avec qui on fait des échanges pour éviter la guerre des monnaies. Parce qu'il est évident que les monnaies ne sont pas de même puissance. Et vous ne pouvez pas comparer le yuan, le dollar, l'euro et la roupie. Donc, l'échange sur les denrées agricoles, je vous rappelle que l'agriculture, la nourriture, c'est la santé. L'appauvrissement des paysans dans le monde, ça va finir par devenir une catastrophe. Ça va avoir des conséquences que peu de gens ont mesurées. S'il n'y a plus de paysans, ou très peu, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut absolument protéger les paysans par un autre modèle économique vertueux. Et en protégeant les paysans, vous aurez de la nourriture de qualité, locale, vous aurez le maintien des emplois sur les territoires, vous aurez tous les commerçants artisans qui seront autour, vous aurez des écoles, vous aurez du service public. Si vous avez quelques agriculteurs avec 2 ou 3 000 hectares, vous aurez plus rien. Voilà. Vous aurez le résultat de ce qu'ont fait les centrales d'achat. Regardez ce qu'ont fait les centrales d'achat. Vous les connaissez. Ils ont fait le vide autour d'eux. 62% des communes n'ont plus de commerce en France. Les centrales d'achat ont détruit l'emploi. Calculez les emplois qu'ils ont créés et ceux qu'ils ont détruits. Ben, c'est le même ratio avec des fermes à 1000, 2000 ou 3000 hectares. Vous allez détruire tout le tissu social, tous les emplois, et vous allez concentrer 1000 ou 2000 hectares, ou 500 vaches si vous voulez, sur la tête de quelques individus qui vont être des petits soldats aux ordres de la finance, de l'agroalimentaire.
Je vous remercie. À bientôt.